Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. D'accord, alors l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène à Grenade, c'est en Espagne, au sud de l'Espagne, dans la région d'Andalousie, où se tient depuis hier le sommet de la communauté politique européenne. Ce n'est pas l'Union européenne, c'est un espace informel qui est bien plus large que l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue politique et économique, l'Union européenne est limitée à 27 États. Et donc Emmanuel Macron avait eu une très très bonne idée il y a 3-4 ans en mettant en place un cadre de discussion plus élargi à l'intérieur de l'Europe. Parce que souvent les gens ont tendance à le croire, à penser que lorsqu'on dit l'Europe, les gens se limitent à l'Union européenne. Non, l'Europe est bien plus vaste que l'Union européenne. Et donc il fallait, au regard de des grandes tensions géopolitiques qu'il y a à travers le monde, et aussi en raison de, on voit un peu la remodélisation du bloc, du monde en de gros blocs, en sphère d'influence. Il fallait donc pour Emmanuel Macron, et surtout pour les Européens, d'essayer de mettre en place un cadre dans lequel on va discuter de toutes les questions qui concernent l'Europe, et surtout pour maintenir une influence qui soit purement européenne, qu'elle ne soit pas soit anglo-saxonne, donc américaine, qu'elle ne soit pas asiatique avec la Chine, ou qu'elle ne soit pas russe, même si la Russie fait partie de l'Europe, mais disons que idéologiquement, ils ne se sentent pas proches de la Russie. Et donc, c'est pour essayer de maintenir, si tu veux, unis les pays européens, donc il faut dire les pays pro-occidentaux de l'Europe. Il faut voir ça comme ça. Donc, il fallait ce cadre informel de discussion et d'échange sur un certain nombre de thématiques politiques, économiques, sociales qui intéressent ces pays-là. Donc, depuis hier, c'est ouvert ce sommet européen, le 3e du genre. C'est un sommet dans lequel il va y avoir une 50aine de pays qui seront représentés au plus haut niveau avec les chefs d'État et de gouvernement, donc tous les 27 pays de l'Union européenne, y compris des pays qui ont une partie de leur territoire sur le sol européen. C'est le cas de la Turquie. Et bien entendu, aussi, on a des pays, on va des pays des Balkans jusqu'à ceux de l'Europe centrale. Et donc, la particularité de ce sommet européen, c'est qu'il se passe à un moment extrêmement trouble pour l'Europe, notamment au sujet d'un certain nombre de questions qui divisent fortement les pays européens. On a d'abord la question des flux migratoires, on a la question du soutien à l'Ukraine, et il y a aussi la question de l'adhésion de nouveaux pays, notamment les pays du Balkan, au sein de l'Union européenne. Et bien entendu, il y a d'autres questions, notamment questions liées aux tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, toutes ces questions-là doivent être discutées dans ce cadre-là, à ce niveau-là, parce que c'est véritablement, d'un point de vue des échanges, le lieu idéal pour pouvoir discuter de ces thématiques-là. Malheureusement, pour ce qui concerne la question liée à la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il faut savoir que la région de l'Azerbaïdjan, qui est essentiellement composée de populations d'origine arménienne qu'on appelle le Haut-Karabakh, a fait l'objet d'un assaut militaire, d'une contre-offensive militaire de la part des forces armées azerbaïdjanaises, qui faisait face à un mouvement sécessionniste, parce que le Haut-Karabakh demandait à faire sécession et à soit être reconnu comme étant un État indépendant, soit à être intégré, soit au sein de l'Arménie. Et donc l'Arménie a toujours soutenu les forces séparatistes du Haut-Karabakh, et donc jusqu'à il y a 15 jours, tous ces mouvements-là ont été anéantis en raison de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est on a vu d'un côté un soutien plus accru de la Turquie, parce qu'il faut savoir, et là encore, il faut aller un peu plus loin dans l'histoire, il faut savoir que l'Azerbaïdjan, c'est une ancienne province de l'Empire ottoman qui est tombé après la Première Guerre mondiale en 1917. Et donc, l'Azerbaïdjan ensuite a intégré dans les années 20 l'Union des républiques socialistes soviétiques avant d'obtenir son indépendance à la chute de l'Empire soviétique en 1991. Or, l'Arménie aussi, qui n'était peut-être pas une ancienne province ottomane, qui était beaucoup plus intégrée dans la Russie, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, acquis son indépendance, mais il est resté
un peu un conflit territorial qui est resté pendant, un peu à l'image de ce qui oppose la Russie et l'Ukraine. Il faut savoir que dans l'URSS, le Haut-Karabakh était d'abord intégré dans l'Arménie, et ensuite, à l'intérieur de l'URSS, il y a eu sous Staline une remodélisation, une revue des territoires entre les différents États au sein du même bloc. Et donc, c'est comme ça que le Haut-Karabakh a été envoyé du côté de l'Azerbaïdjan. Et donc, pour l'Arménie, il faut revenir en fait à l'avant l'URSS pour réintégrer ce territoire-là au sein de l'Arménie, ce malheureusement que ne peut lui accorder ses soutiens européens, parce que s'il fallait le faire, il fallait donc reconnaître un peu donc, si tu veux, la position de la Russie vis-à-vis de la Crimée. La même chose en 1936, en 1936, c'est en 1956, pardon, pas en 36, 56, à l'intérieur de l'URSS, c'est Khrouchtchev qui avait envoyé la Crimée à l'Ukraine. Et donc, de ce point de vue, si on devait reconnaître que le Haut-Karabakh faisait partie de l'Arménie, il faudrait aussi reconnaître que la Crimée fait partie de la Russie. Donc, on est un peu dans ce même scénario, et malheureusement, les intérêts divergents font que c'est une position qui ne peut pas être acceptée par l'Europe. Et donc, depuis lors, il y a eu une intensification des assauts de l'armée azerbaïdjanaise. Les mouvements séparatistes ont été anéantis. Donc, la République du Haut-Karabakh, qui était le vœu pieux d'Erevan, donc la capitale de l'Arménie, et des Arméniens qui vivent, des Azerbaïdjanais, mais d'origine d'origine arménienne, et tout ce vieux rêve-là d'être soit indépendant, soit annexé par l'Arménie, vient de s'envoler. Maintenant, ce conseil politique, ce conseil politique européen vise justement à essayer de trouver des voies et moyens pour essayer de régler de manière diplomatique ce conflit-là. Il y a depuis quelques jours un afflux massif de population du Haut-Karabakh qui fuient et qui vont du côté de l'Arménie. Et donc ça fragilise déjà l'Arménie, parce qu'ils ont un afflux d'immigrés, ils ont un afflux massif d'immigrés, même si ces immigrés-là, ils partagent exactement la même culture, la même langue et la même histoire. Mais pour l'Arménie, c'est très difficile d'un plan de vue économique aussi, parce qu'il faut les accueillir, il faut les héberger, il faut les nourrir, il faut leur offrir de l'assistance, et ils ne disposent pas de moyens pour pouvoir les accueillir. Et puis, d'autant plus qu'on craint que après cette victoire de l'Azerbaïdjan, qu'il y ait d'autres velléités, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan décide d'aller au-delà des frontières, cette fois-ci reconnues par la communauté internationale, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, il y a d'abord ce premier problème-là. Il y a le deuxième problème aussi, qui va faire l'objet de discussions, c'est évidemment le soutien à l'Ukraine. Même si l'essentiel des pays européens continuent d'afficher leur soutien à l'Ukraine, mais il faut savoir que de plus en plus de pays aussi commencent à freiner de 4 freins ce soutien à l'Ukraine. Au sein de l'Union européenne, il faut savoir que on l'a vu avec l'élection en Slovaquie d'un Premier ministre qui est carrément pro-russe et anti-guerre et anti-soutien à l'Ukraine. Ça, évidemment, ça fait qu'il y a un pays de plus qui bascule de l'autre côté, parce qu'il faut savoir que la Hongrie de Viktor Orban a toujours été contre ce soutien à l'Ukraine, parce que pour eux, ça, ce n'est pas la bonne solution. Ça, au contraire, ne fait qu'aggraver la situation, et surtout, ça a des effets collatéraux qui sont terribles pour les populations européennes. Donc, la Hongrie de Viktor Orban a toujours été pragmatique sur cette question-là, a toujours mis en avant la réelle politique, et donc n'a jamais soutenu l'Ukraine. Et donc, de plus en plus de pays continuent, malheureusement, sont en train de basculer. On voit aussi la Pologne, on l'a dit ici, à cause de la crise liée aux céréales qui passe par ces pays-là, qui passaient sur son territoire. Donc, la Pologne a décidé de ne plus accorder un soutien, que ce soit financier ou militaire, à l'Ukraine, alors que la Pologne, qui était en première ligne parmi les pays qui soutenaient, qui ont toujours défendu, qui ont accordé une certaine assistance à l'Ukraine, même si par la suite, Andrzej Duda, donc le président polonais, a essayé
si tu veux arrondir les angles verbalement, mais dans le fond, il y a une véritable rupture maintenant entre la Pologne et l'Ukraine. Et donc, ces questions-là, et surtout, ça vient encore dans un autre contexte, avec aux États-Unis le fait qu'une enveloppe de 500 millions de dollars, une enveloppe de 350 millions de dollars, qui aurait dû être payé à l'Ukraine, je l'avais dit, ça a été réaffirmé par Joe Biden lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Cette enveloppe a été bloquée par les républicains à la Chambre des représentants et ça ne va pas être débloqué là maintenant puisque le speaker, donc le président de la Chambre des représentants, a été démis de ses fonctions. Donc, il faudra attendre qu'il y ait un nouveau speaker et rien n'est moins sûr que le successeur de Kevin McCarthy soit plus à même d'accorder son soutien à l'Ukraine, étant donné la manière dont les pro-Trump ont phagocyté l'intérieur du Parti républicain. Donc, ça, évidemment, ça va être très, très compliqué. Et pire encore, les 24 milliards de dollars que Joe Biden demande aussi au Congrès, dans le cadre du rallonge d'une enveloppe supplémentaire d'aide à l'Ukraine, ça aussi, évidemment, ça a été remis en cause. Les républicains demandant justement que cet argent soit plutôt affecté à des besoins intérieurs qui sont plus urgents. La reconstruction d'Hawaï qui a été frappée par un terrible ouragan, la construction d'un mur, le financement de la poursuite de la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis pour faire face à ce flux migratoire-là qui continue véritablement d'envenimer les relations, même à l'intérieur des États-Unis, entre les États. On a vu des tensions entre l'État de New York et l'État du Texas sur ces questions-là. Et aussi, des questions aussi liées à la lutte contre le chômage, les aides sociales pour les Américains qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, même si on voit une certaine embellie sur les chiffres macroéconomiques. Le PIB des États-Unis a toujours été très bon, notamment lors du troisième trimestre, 16,3% du PIB mondial. Mais malheureusement, à l'intérieur des États-Unis, il y a un vrai problème de redistribution de cette richesse. Et la preuve, ce sont les mouvements d'humeur auxquels on a assisté, notamment à Détroit, dans le Michigan, concernant les ouvriers du secteur automobile. Donc, il y a des problèmes internes aux États-Unis qui prennent de plus en plus de place au point d'éclipser, si tu veux, la question de soutien des États-Unis à l'Ukraine. Et donc ça, c'est dans ce contexte-là que l'on voit à la fois se raréfier le soutien économique et militaire des États-Unis, se raréfier le soutien financier et militaire en Europe, parce que là, il y a un haut gradé de l'OTAN qui a fait cette annonce-là. Il a expliqué que si rien n'est fait, il semblerait que dans les semaines et les mois à venir, l'OTAN ne soit plus en capacité de maintenir la cadence en matière de fourniture d'armes, notamment de munitions à l'Ukraine, parce que cette guerre-là coûte énormément en munitions. Et donc, ils commencent à voir le fond de leurs réserves en matière de munitions. Or, même si les pays de l'OTAN ont annoncé il y a quelques mois être passés en économie de guerre, mais on ne passe pas en économie de guerre du jour au lendemain. On fait des prévisions. Ensuite, il faut mettre en place toutes les chaînes de valeur dans l'industrie de l'armement. Ça, ce n'est pas vraiment le cas. Et ensuite, on passe en mode industriel. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années, ça prend des mois, voire des années. Et donc, même s'ils sont passés, ils ont fait le basculement en économie de guerre, mais ils n'ont pas encore atteint la cadence qu'a la Russie déjà depuis à peu près 6-7 mois. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, ils ont du mal à fournir des armes. Et en plus, à l'intérieur de l'Union européenne, Ursula von der Leyen avait annoncé une enveloppe supplémentaire d'aide de 500 millions d'euros à l'Ukraine. Le paiement de cette enveloppe vient d'être bloqué par la Hongrie, parce que le principe dans l'Union européenne, c'est le principe de l'unanimité. Il faut que les 27 pays soient d'accord pour accorder cette aide. Or, apparemment, Viktor Orban, qui est aussi en guerre ouverte avec Bruxelles, en a marre de ce soutien-là, d'autant plus que lui, il a vu certaines aides européennes lui être coupées par Ursula von der Leyen. Donc, c'est un peu une espèce de rétorsion de sa part, en bloquant aussi cette enveloppe budgétaire en soutien à l'Ukraine. Et puis, évidemment, l'autre question qui a été débattue à l'intérieur de ce sommet européen, c'est la question de l'adhésion de nouveaux pays au sein de l'Union européenne. Il faut savoir qu'on a principalement les pays des Balkans. Ces pays des Balkans-là, dont l'adhésion est soutenue par
par l'Autriche, parce que l'Autriche depuis longtemps soutient l'adhésion de ces pays-là pour des raisons purement historiques et démographiques. Il y a une très forte communauté autrichienne dans les pays des Balkans, donc que ce soit en Serbie, que ce soit au Kosovo, que ce soit en Macédoine. Et donc dans ces pays-là qui frappent, qui sont tous à la porte d'entrée de l'Union européenne, et évidemment il y a la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait les faire admettre. Et là aussi, la question divise énormément parce qu'il faut savoir que vous avez des pays qui frappent à la porte de l'Union européenne depuis de nombreuses années et pour lesquels justement le processus d'adhésion est même quasiment gelé. C'est le cas de la Turquie. Donc la Turquie ne peut rien attendre de l'Union européenne de la part ne peut rien attendre de l'Union européenne dans le cadre de ce processus d'adhésion, mais met en garde aussi l'Union européenne contre toute velléité de vouloir mettre d'autres critères pour pouvoir encore rallonger le délai d'attente. Parce que la Turquie est en train de regarder un peu le comportement des pays européens, de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Ukraine et des pays des Balkans. L'Ukraine a été mise dans un processus accéléré d'adhésion à l'Union européenne, mais c'est beaucoup plus un processus politique parce qu'en réalité, l'Ukraine ne répond pas à tous les critères de l'Union européenne en matière de bonne gouvernance, en matière de démocratie, parce que normalement, il devrait y avoir des élections cette année. Volodymyr Zelensky dit que tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura pas d'élections. Maintenant, il y aura des élections quand terminera la guerre. Et comme on ne sait pas quand finira la guerre, on n'est pas sûr que, évidemment, on ne sait pas quand auront lieu les prochaines élections. Il y a aussi de plus en plus d'Ukrainiens qui commencent véritablement à critiquer Volodymyr Zelensky, notamment au niveau de sa volonté de museler la presse. Au sein de l'Ukraine, il est difficile pour la presse de s'exprimer librement. C'est beaucoup plus les Ukrainiens qui sont à l'extérieur qui essayent de donner un avis totalement neutre de ce qui se passe dans leur pays. Et donc, ces questions-là aussi, l'absence de bonne gouvernance. On l'a vu avec le limogeage du ministre de la Défense, son ancien ministre de la Défense qui était empêtré dans une série de scandales. Donc tout ça évidemment fait tache d'huile. Donc l'Ukraine ne répond pas aux critères d'adhésion à l'Union européenne, mais malheureusement Ursula von der Leyen l'a mis dans un processus d'adhésion accéléré. Donc tout ça fait que les autres pays des Balkans, dont notamment la Serbie avait déposé son dossier d'adhésion au sein de l'Union européenne en 2002. Ce n'est qu'en 2012 que sa candidature a été finalement reconnue officiellement. Mais le problème, c'est que le conflit qui l'oppose avec le Kosovo fait que, évidemment, cette question gèle un peu le processus. Les Européens qui soutiennent le Kosovo, dans son processus d'indépendance, certains pays européens ont reconnu le Kosovo comme étant un État indépendant, pas tous, mais une partie. Comme il y a aussi d'autres pays qui soutiennent la Serbie dans sa volonté de ne pas accepter la sécession du Kosovo, parce que le Kosovo était une province de la Serbie. Et donc, cette question kosovarde-là, un peu vient envenimer, si tu veux, le processus d'adhésion à la fois du Kosovo et de la Serbie et aussi des autres pays qui sont dans les Balkans là. Donc, on voit que, évidemment, toutes ces questions, à la fois complexes, que ce soit les questions des processus d'adhésion, que ce soit le soutien à l'Ukraine, que ce soit la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, toutes ces questions font que, évidemment, pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça va être difficile parce que Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, et Recep Tayyip Erdogan, qui sont deux acteurs majeurs de ce conflit-là, n'ont pas fait le déplacement en Espagne. Donc, il est clair que dans cette question, mais ce qui est quand même réconfortant, c'est que l'Azerbaïdjan a dit qu'elle accepte une médiation de la part de l'Union européenne. Et donc, voilà un peu planter le décor, mais il est peu probable qu'il y ait une véritable unanimité ou qu'il y ait de très très grandes décisions sur ces trois principales thématiques qui seront discutées au cours de ce sommet européen. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on était dans l'actualité internationale. On refait un petit tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.